Coucou tout le monde, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière car je travaillais sur un projet exceptionnel. Comme vous le savez peut-être, j'avais proposé plein de défis dans le cadre de Téléthon 2022. Plus je récoltais d'argent pour la recherche et plus j'aurais de défis à réaliser. Et parmi ces défis, il y avait notamment le fait d'interviewer la présidente de l'AFM Téléthon, Laurence Thienot-Herman. Cette interview a eu lieu la semaine dernière, le jeudi 25 mai, et donc je vous la propose tout de suite. La vidéo est un peu longue, donc n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois, parce qu'on aborde plein de sujets, et c'est vraiment passionnant. Allez, je vous laisse avec l'interview de Laurence Thienot-Herman, présidente de l'AFM Téléthon. Bonjour. Bon, d'abord, je vous remercie de m'accueillir ici. Je suis là dans le cadre d'un défi que j'avais réalisé pour le Téléthon 2022. Et donc, je vais vous poser quelques questions. Du coup, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter dans les grandes lignes l'AFM Téléthon? Bonjour Mathieu, d'abord ravie de t'accueillir ici à Évry. Alors me présenter, donc je suis Laurence Thienot-Herman, je suis présidente de l'AFM Téléthon, présidente depuis bientôt 20 ans, puisque c'était en juillet 2003, on est en 2023, donc bientôt 20 ans, présidente de cette grande et belle association dont je suis particulièrement fière pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une association de malades et de parents de malades. Je suis concernée par la maladie puisque j'avais un fils atteint de myopathe du chêne qui est décédé quelques semaines après que je sois élue présidente de l'association. Et puis c'est une association qui a une double vocation qui est la première, guérir, c'est-à-dire trouver des médicaments, des solutions thérapeutiques pour des maladies pour lesquelles il y a encore quelques décennies, il n'y avait absolument pas de solution. Et puis, deuxième mission importante, aider et accompagner les malades et les familles dans leur parcours de vie qui n'est pas facile du tout. Justement, à propos de la notion d'aider, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la recherche, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement ce que l'association fait pour venir en aide aux malades et à leurs proches? Alors, plusieurs choses. C'est pour nous extrêmement important. Beaucoup de dire le en attendant, c'est-à-dire en attendant de trouver des solutions thérapeutiques. On voit qu'aujourd'hui, il y a les premières victoires, mais il y a beaucoup plus de malades qui attendent que de malades qui ont pu jusqu'alors en bénéficier. Dans ce en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, plusieurs choses. D'abord, au lendemain du premier Téléthon, nous avons créé les services régionaux. Et nous avons sur tout le territoire des services régionaux, ça veut dire 180 salariés qui sont là pour répondre aux besoins des malades et des familles pour leur faciliter leur parcours de vie. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Nous avons, il ne faut pas oublier aussi, les délégations dans un certain nombre de départements en France. Alors les délégations, ce sont des équipes de bénévoles, des familles elles-mêmes concernées, qui là aussi peuvent organiser des moments de convivialité, de rencontres, etc. Nous avons aussi les groupes d'intérêt au niveau national. Alors pathologie par pathologie, des groupes d'intérêt pour des rencontres de pair à pair, pour pouvoir échanger autour de la maladie, pour pouvoir échanger de l'information. Dans la mission aidée, qu'avons-nous encore? D'abord, nous avons aussi la résidence Yolaine de Quépert, qui se trouve à Saint-Georges-sur-Loire, au sein de laquelle nous avons plusieurs dizaines de résidents qui sont en situation de très grande dépendance. Et pour nous, c'est important aussi de pouvoir être aux côtés de ces résidents, accompagner les résidents, parce que pour certains, même en situation de grande dépendance, être à la maison, c'est important. Pour d'autres, ils se voient plutôt en établissement, donc il faut respecter le projet de vie de la personne. Qu'avons-nous encore dans la mission aidée? Nous avons une direction des affaires publiques pour structurer les plaidoyers des malades et des familles, faire en sorte de faire bouger les lois. S'il y a la loi du 11 février 2005 qui reconnaît le projet de vie, qui reconnaît le droit à compensation, c'est parce qu'on a poussé les choses, fait évoluer les dispositifs, les législations. Nous avons aussi la plateforme maladies rares qui se trouve à l'hôpital Broussais pour accompagner là plus largement l'ensemble des maladies rares. Nous avons les villages répit famille, donc tout un tas de dispositifs en effet pour aider à accompagner les malades et les familles dans leur parcours de vie. Et c'est le fameux en attendant. Et c'est le fameux en attendant.
Après, une question plus personnelle, c'est vrai qu'on vous voit beaucoup le week-end du Téléthon à la télévision, etc. Et c'est quoi le rôle de la présidente de l'AFM Téléthon le reste de l'année finalement? C'est quoi la majeure partie de votre travail? Ah oui, alors c'est vrai que parfois certains de dire bon, en fait le Téléthon ça dure 2 jours, alors qu'est-ce que vous faites le reste de l'année? Alors il s'avère que le président, alors d'abord l'association c'est une grande organisation, la FM Téléthon, et ce sont plus de 500 salariés, plus de 200 000 bénévoles, donc c'est une grosse organisation et toute l'année les missions sont tellement importantes, gigantesques que par où commencer. D'abord, il y a la partie scientifique de l'association. Et ça, c'est précieux, indispensable. Être aussi une interlocutrice pour la communauté scientifique, aller à la rencontre des équipes de recherche. Donc, tous les ans, on finance à peu près 200-300 équipes de recherche. Je ne fais pas le tour de toutes les équipes de recherche, mais être aussi l'interlocutrice des scientifiques, des médecins, du milieu politique, à tous les niveaux, du plus haut niveau de l'État et jusque, en effet, les politiques au niveau local, aller à la rencontre des familles, aller à la rencontre des bénévoles, pouvoir animer, gérer. Je suis aussi présidente du laboratoire Généton et donc là aussi à Généton nous avons plus de 200 collaborateurs. Et donc dans la grande majorité des scientifiques. Je suis aussi présidente de l'Institut de biologie qui est à la Pitié-Salpêtrière où nous avons 300 personnes à l'Institut de biologie. Je suis aussi présidente de la fondation, administrateur de la fondation Maladies Rares. Je suis gérante d'AFM Production qui est une boîte de production audiovisuelle. Je suis aussi administrateur du GIP Génopole. Et le rôle aussi du président de l'AFM Téléthon au sein de l'AFM Téléthon en tant que tel, c'est aussi de faire le choix des cadres de direction, d'animer, d'assurer le suivi des cadres de direction. Et puis un rôle en effet de représentation qui est extrêmement important, mais pas seulement représentation pour couper des rubans, ce que je fais très très rarement, mais c'est avoir un rôle très actif pour aussi pouvoir être parfois poil à gratter. À l'association, il y a des thématiques fortes comme celle de garder notre capacité d'indignation. Et si on veut faire avancer justement les plaidoyers pour les personnes concernées, il faut aussi être en capacité d'aller échanger, discuter avec nos décideurs, les institutionnels, les politiques, pour porter la voix des malades et des familles. Et ça, c'est important. Du coup, les journées sont trop courtes. Les journées sont trop courtes, ça fait 24 heures sur 24. Et donc, il y a peu de temps de sommeil. Et puis, c'est toute l'année. L'autre jour, je faisais la réflexion du fait que je pense n'avoir jamais coupé mon portable, sauf pour des petites interviews comme cela. Mais voilà, c'est toujours mobilisable H24 et J365. Justement, vous parliez de la faculté à s'indigner. On voit des médicaments, grâce au Téléthon, de thérapie génique qui arrivent, notamment certains sur la maladie, mais il y a des médicaments qui sont vendus à des prix exorbitants. Le Zolgensma pour la myotrophie spinale, je crois que c'est plus de 2 millions de dollars l'injection. Il y a des médicaments qui sont carrément proposés que sur le marché américain. Je pense au Skysona, je crois que ça s'appelait, que ça s'appelle d'ailleurs. Et qu'est-ce que l'AFM pense du prix de ces médicaments et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau français ou européen pour justement que ces médicaments soient accessibles au plus grand nombre, parce qu'à la base, on le répète, mais c'est aussi grâce aux recherches de l'AFM Téléthon que ces médicaments existent. Alors, tu as bien lu toutes tes tablettes et tu connais tout par cœur entre Zolgensma et le Skysona. Le Zolgensma, il concerne ma maladie. Donc, bien sûr, bien évidemment. Alors, ça fait, tu vois, quand j'évoquais tout à l'heure le fait que autant que faire se peut, j'essaie, parce que quand je prends les rendez-vous, je n'ai pas toujours de réponse positive à tous ces rendez-vous, mais de rencontrer les politiques du plus haut niveau et d'écrire aux politiques du plus haut niveau jusqu'à, enfin, en tout cas, tous les niveaux dans la, entre guillemets, hiérarchie politique, c'est justement pour faire en sorte que, alors pas que pour cela, mais un des combats qui nous anime et qui m'anime depuis plus d'une dizaine d'années, c'est autour du fait que pour nous, ce qui est très important, et on l'a porté d'ailleurs aux dernières élections présidentielles dans les plaidoyers qu'on portait, c'était cela, c'est comment en France, en effet, dans cette capacité d'indignation, on est parfois très très bon, souvent très très bon en matière de recherche, et la recherche permet de faire naître un certain nombre de pépites qui peut-être demain seront des médicaments. Et à un moment donné, il y a un trou dans la raquette en France parce qu'il n'y a pas forcément de filière entre cette recherche d'excellence qui est très prometteuse et puis ensuite comment on amène toute cette recherche
pour devenir et sécuriser l'accès des patients à ces médicaments innovants. Et là, il y a plein d'étapes. Alors, les étapes recherche, ça coûte très cher, c'est clair, mais rien à voir avec le moment où on passe chez l'homme. Quand tu parles, par exemple, de la thérapie génique du Zolgensma SMA, en effet, cette thérapie génique utilise des technologies, des brevets qui ont été développés au sein du laboratoire Généton, pas que de Généton, mais notamment de Généton. Alors, une recherche portée par Généton et financée fortement par les fonds du Téléthon. Et puis, on passe chez la souris et voilà, on est toujours dans des coûts qui sont assumables. À un moment donné, quand on est chez la souris, ça peut coûter quelques dizaines, plutôt centaines de milliers d'euros, voire quelques petits millions d'euros, mais on est en général en dessous de 5 ou 10 millions d'euros. Quand on passe chez l'homme, par exemple pour ce médicament de thérapie génique, là, il fallait plusieurs centaines de millions d'euros. Et à ce moment-là, ça ne peut pas être les seuls fonds du Téléthon, parce qu'il y a forcément du risque, parce que c'est forcément sur une pathologie, et on a vocation, comme tu le sais, à trouver des solutions thérapeutiques pour beaucoup plus de maladies. Donc on ne peut pas, et en plus il y a un risque, parce que ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner. Et là, il faut lever plusieurs centaines de millions d'euros bien souvent. Et là, c'est là où il y a un trou dans la raquette, dans l'écosystème en France. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de sécuriser le fait de permettre d'aller jusqu'aux médicaments. Et ce trou dans la raquette, ça fait partie de cette indignation que nous avons et que nous portons auprès des politiques. Et moi, d'écrire aux différents présidents de la République, parce qu'en effet, j'en ai vu plusieurs en 20 ans et plusieurs en 10 ans, donc d'écrire pour dire attention, il faut absolument que l'écosystème, forcément que ça ne peut pas reposer sur les seuls fonds du Téléthon, c'est une évidence. Or, nous sommes une association de malades et de parents de malades. Donc, qu'est-ce qu'on fait à un moment donné quand ça arrive à un certain stade de maturité où il faut des dizaines ou centaines de millions d'euros et qu'on ne peut pas tout porter nous-mêmes? Soit on se dit, bon, il faut que ce soit un écosystème seulement français, il faut que ça reste, et donc on met dans les tiroirs en attendant que quelqu'un soit intéressé et développe des moyens. Soit on se dit, c'est sûr que c'est bien mieux quand c'est l'écosystème français, mais que notre vocation, c'est de faire que les malades aient accès aux médicaments. Et donc, à ce moment-là, s'il y a un acteur qui, malheureusement, n'est pas français, malheureusement, n'est pas européen, mais qui s'y intéresse et qui prend l'engagement d'aller jusqu'au bout, en tant qu'association de malades, évidemment, on fait ce choix. Et là, on fait ce choix en se disant, mais c'est pas ça qu'on souhaiterait. On veut vraiment qu'il y ait une filière qui se mettent en place en France et plus particulièrement aussi en thérapie génique. Pourquoi ? Parce qu'on y a investi beaucoup de moyens. Donc les moyens du Téléthon en matière de recherche depuis le premier Téléthon, c'est plus d'1,5 milliard et il y en a plus de la moitié pour la thérapie génique. Avec un pari, un choix courageux qu'a fait la FM Téléthon. Et donc on a fait ce choix, parfois contre vents et marées, certains de dire thérapie génique, ça marchera toujours sur les déficits immunitaires, jamais dans les maladies neuromusculaires. Il y en a plein, des scientifiques qui m'ont dit jamais dans le neuromusculaire. Ah, d'accord. Et donc là, on le voit notamment dans la SMA. Et donc, à chaque fois, c'était aussi de dire attention, sécurisons, ça fait des années que l'on dit, il faut qu'il y ait une filière de thérapie génique. On avait organisé un colloque à l'Assemblée nationale, c'était le 17 septembre 2019, avant que n'arrive cette pandémie. Et on l'avait intitulé, ce colloque à l'Assemblée nationale, la révolution de la thérapie génique, parce qu'il y avait déjà les premiers médicaments. Comment sécuriser notre filière française, comment sécuriser notre indépendance sanitaire. Et nous avions parlé, évoqué cette indépendance sanitaire, avant que n'arrive le Covid quelques mois plus tard et que ça devienne très, on va dire, à la mode, le côté indépendance sanitaire. Et donc, comment sécuriser cela ? À l'Assemblée nationale, on n'a pas eu beaucoup de politiques, par exemple, qui se sentaient concernés ou intéressés par ces premiers médicaments de thérapie génique qu'il fallait pouvoir conserver sur notre territoire. Aujourd'hui, là, on a une bonne nouvelle. Alors, comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher. C'était la thématique du Téléthon 2022. C'est sans doute pour ça que tu as eu un grand succès dans ta collecte. Jamais rien lâcher. Donc, comme je le disais, ça fait près de 10 ans qu'on pousse ce message. Et là, c'était la semaine dernière, où nous étions invités à un discours du président de la République qui labellisait des bioclusters.
Donc, et le biocluster que porte Généton, là on a juste Généton au-dessus de notre tête, le biocluster que porte Généton pour la création d'une filière de thérapie génique a été labellisé. On a eu l'annonce du fait qu'on serait labellisé. Alors ça ne va pas être des moyens non plus extraordinaires, mais au moins labellisé, ça veut dire qu'il y a une volonté politique de soutenir cette filière de thérapie génique pour laquelle on se bat depuis en effet près d'une décennie pour faire en sorte que des moyens, en tout cas plus importants, soient, alors on aura toujours du mal à être en compétition avec les États-Unis ou avec, évidemment, il y a des forces de frappe qui n'ont rien à voir, mais une filière, ça veut dire que l'État mise sur cette filière de thérapie génique, commence à y croire, c'est bien, et faire en sorte qu'on sécurise le continuum qui va de la recherche fondamentale jusqu'à l'industrialisation. Parce que si on perd le développement, la partie essai clinique, si on perd le développement, alors on perd l'industrialisation. C'est vraiment un continuum. Recherche, développement, industrialisation. Et là, on est bon sur de la recherche, sur le début du développement, et à un moment donné, eh ben, c'est là où, si ça part se développer, si ça part, oui, en effet, se développer à l'extérieur, eh ben, c'est pas l'industrialisation qui va c'est vrai qu'encore pour un médicament comme le Zolgen SMA, finalement, pour la personne au bout du tunnel, ça ne change pas grand-chose, il y a accès aux médicaments. Mais pour un médicament comme le Skysona, pour le coup, là, il n'y a pas du tout accès parce qu'européen. Donc là, c'est vrai que c'est problématique. Alors ça va peut-être changer, je ne sais pas s'ils l'ont ouvert en Europe ou pas encore, non, pas du tout. Donc, non, parce que c'était une maladie ultra rare. Alors il y a aussi un autre sujet qui est des thérapies qui s'appliquent. Alors des thérapies qui sont très coûteuses en développement. Oui. Si tu visites le laboratoire Généton, tu verras en effet que le coût de développement d'un candidat médicament de thérapie génique, c'est énorme. Donc pour ces médicaments très très onéreux, c'est pas là aussi la même chose si c'est pour une maladie rare qui malgré tout n'est pas si rare que ça, que pour une ultra rare, ce qui est notamment le cas dans le Skysona. Et donc là aussi, c'est à un moment donné, si dans les discussions qu'il y a avec le partenaire industriel pharmaceutique qui va jusqu'au bout de l'aventure, si dans les discussions il n'y a pas l'obligation qui est mise quelque part du fait qu'il faille que ça revienne et qu'on sécurise l'accès des patients en Europe, là, évidemment, il y a un trou dans la raquette. Ce qu'on a dénoncé d'ailleurs, c'était lors de la Journée internationale des maladies rares en 2022, l'année dernière, sur la partie Skysona. Comme quoi tu as bien lu tes fiches en disant il faut absolument en France qu'on ait cette capacité de sécuriser les patients, de sécuriser l'accès des patients aux médicaments. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que si en France, par exemple, pour ce qui est de la thérapie génique SMA, donc du Zolgen SMA, les patients ont pu avoir accès de façon même précoce à ce médicament, et il y en a bien d'autres médicaments pour lesquels il y a des accès précoces. Là aussi, c'est parce que nous avons une direction des affaires publiques au sein de l'AFM Téléthon qui porte ce plaidoyer pour faire bouger les lignes et faire en sorte qu'il y ait des accès le plus précocement possible à ces médicaments innovants. C'est sûr que plus ils sont pris tôt, en plus ils sont efficaces. Donc. Et notamment dans l'amyotrophie spinale. Et là aussi, ça rejoint un autre sujet qu'on porte de façon très très forte, qui est le dépistage néonatal. Comment, en effet, on fait en sorte que pour des maladies pour lesquelles on sait qu'il existe des traitements qui, lorsqu'ils sont pris le plus tôt possible, sont le plus efficaces, alors il faut absolument qu'il y ait du dépistage néonatal. C'est notre combat, notamment dans l'amyotrophie spinale. D'ailleurs, je crois qu'ils ont été un peu longs là-dessus, mais ils vous ont enfin entendu. Il y a un essai en Alsace et en Gironde, je crois. Oui, alors pour l'instant, on n'est absolument pas dans la généralisation du dépistage néonatal dans la SMA. On est seulement dans une expérimentation dans 2 grandes régions, avec un soutien en effet financier, un soutien financier des ARS dans le Grand Est, en Nouvelle-Aquitaine. N'empêche que c'est quand même aussi l'argent du Téléthon, puisque l'AFM Téléthon va investir 600 000 euros, enfin va engager, pardon, le terme investir n'est pas le bon, va engager 600 000 euros dans ces 2 expérimentations, dans ces 2 régions. Mais en parallèle, donc on met en place cette action pour montrer que c'est important, c'est indispensable qu'il puisse y avoir ce dépistage néonatal, et on fait l'expérimentation dans ces 2 régions. Et en parallèle, en effet, ça n'empêche que je rencontre les politiques, que j'ai rencontré François Braun, le ministre de la Santé et de la Prévention. Pour la première fois, on a un ministre de la Santé qui s'appelle aussi de la Prévention,
en lui disant la prévention, ça passe aussi par le dépistage néonatal. Et pour ces maladies-là, il faut impérativement, on n'est plus les premiers de la classe en dépistage néonatal, il faut que nous ayons du dépistage néonatal pour les maladies, encore une fois, pour lesquelles il y a des traitements. Je terminerai par deux petites questions. Justement, l'avant-dernière, elle est en rapport avec François Braun. La semaine prochaine, vous allez, je crois, en sa présence, lancer la première semaine du muscle. Alors, il est annoncé, je ne sais pas s'il sera là, mais il est annoncé avec l'Institut de myologie, du coup. En quoi c'était important pour la FM Téléthon de mettre en avant le muscle et qu'est-ce que vous attendez de cet événement? Alors de cet événement, d'abord il n'a pas encore répondu s'il sera là ou ne sera pas là en ouverture. Pour autant, pour nous, ce qui est important, c'est en effet, c'est comment dire cela? C'est de faire en sorte que soit largement démocratisée cette connaissance en matière de myologie, donc de sciences et de médecine du muscle. On en parle beaucoup, notamment dans les pathologies neuromusculaires, par définition évidemment, parce que AFM, parce que en effet 36 télétons, parce que des moyens apportés aux myologues, donc à ceux qui s'intéressent aux connaissances du muscle. Tout à l'heure on parlait des thérapies géniques, j'ai envie de dire que là on est plutôt sur des biothérapies, voilà, les biothérapeutes, et pour la myologie, des myologues. Donc on finance des milliers de myologues, d'experts compétents dans la science et la médecine du muscle. On s'est rendu compte au fil des années que non seulement ça apporte des premières réponses à un certain nombre de questions dans des domaines de muscles malades, du motoneurone atteint, mais qu'il y a un certain nombre de connaissances acquises, de pistes thérapeutiques investiguées qui pourraient bénéficier au-delà des seules maladies neuromusculaires. Et donc, pour nous, c'est une vraie évidence du fait que la myologie, ou plus particulièrement le muscle, c'est un vrai enjeu de santé publique. Il y a le muscle malade, mais il y a aussi le muscle vieillissant, il y a le muscle tout au long de la vie, il y a le muscle entraîné ou réentraîné, on le voit aussi dans nos pathologies, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut, même si parfois dans les pathologies neuromusculaires on peut faire très peu de mouvements, mais est-ce qu'il faut aussi un peu les entraîner, etc. Voilà. Il y a du lien à chaque fois entre les connaissances acquises, les connaissances qu'on pourrait développer et qui pourraient avoir un intérêt encore une fois, dans tous les sens. Et donc, pour nous, c'est un vrai enjeu de santé publique, y compris sur il faut faire du sport, beaucoup de sport, pas beaucoup de sport. J'ai tendance à dire toujours que si on veut que ça soit largement partagé ou que, par exemple, le sport soit prescrit, il faut mieux comprendre. Et pour mieux comprendre, il faut qu'on ait des myologues. Et là aussi paradoxal que ça puisse paraître, on a des problématiques neurologiques, il y a des neurologues, on a des problèmes cardiaques, on a des cardiologues, on a des problèmes respi, on a des pneumologues. Et puis, alors qu'on est fait à près de 50% de muscles, 40%, on a plus de 600 muscles, etc., il n'y a pas de myologue. Ça n'existe pas. Alors, on s'est mis là aussi dans cette stratégie d'intérêt général et de se dire que c'est important pour les pathologies neuromusculaires, mais pas que, et qu'il faut vraiment que la myologie, le muscle soit reconnu comme un enjeu de santé publique et qu'il y ait une vraie reconnaissance justement et un vrai enseignement de la myologie et qu'on puisse avoir des myologues, même si ce sont des neuromyologues ou si ce sont des oncomyologue, parce qu'on sait très bien que, par exemple, lorsqu'on a un cancer ou lorsqu'on est soigné pour lutter contre, il peut y avoir en effet une déficience, là aussi, musculaire. La sarcopénie qui est liée, soit en effet, qui est une conséquence, soit de la vieillesse ou soit d'un muscle qui s'est, entre guillemets, paupérisé. On sait que tout ce qu'on peut développer sur le muscle malade, ça peut intéresser tout ce champ-là. Donc il y a vraiment des passerelles à créer encore davantage et que pour tout cela, il faut que le muscle soit vraiment reconnu. D'où ces premières assises du muscle qui vont avoir lieu au Conseil économique, social, environnemental le 1er juin, d'où la première semaine du muscle qui aura lieu en France et on espère évidemment que c'est la première mais pas la dernière. Et ça me fait penser un peu à ce qu'on disait aussi pour les recherches, c'est que toutes les recherches de la FM Téléthon ont une influence directe sur des maladies du quotidien, sur notamment je pense Parkinson, Alzheimer, peut-être que ça permettra de trouver des solutions pour ces maladies-là aussi. C'est pas uniquement pour les maladies génétiques.
Tu as tout à fait raison. Toutes les innovations thérapeutiques qu'on développe autour des maladies rares, ça sert aussi ou ça va servir à des maladies bien plus fréquentes. On est ici à Gineton, on n'a pas très loin par exemple le laboratoire ISTEM qui travaille sur les cellules souches, sur la thérapie cellulaire. Il travaille sur de l'innovation thérapeutique dans les rétinopathies, donc dans les maladies rares de la vision. Et ils savent très bien que l'extension possible, c'est pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui concerne 15% de la population. Donc nos maladies, que ce soit des maladies rares ou même plus particulièrement des maladies neuromusculaires, c'est un laboratoire d'innovation thérapeutique pour des maladies bien plus fréquentes. Dernière question du coup, ça fait, comme vous le disiez tout à l'heure, 20 ans que vous faites des télétons en tant que présidente. Est-ce que vous avez une anecdote, un souvenir qui vous a marqué plus particulièrement lors d'un téléthon? Quelque chose qui reste dans votre mémoire? Un bon souvenir, on va essayer d'être positif. Oui, des bons souvenirs, j'en ai des bons, des moins bons, mais dans les bons souvenirs, comme on vient de passer le dernier Téléthon, dans les bons souvenirs, c'est Jules qui arrive sur le plateau du dernier Téléthon et Jules qui marche, qui est entouré de ses parents et moi qui ai connu notre petit Jules complètement hypotonique puisqu'il a atteint d'une myopathie myotubulaire qui est une maladie qui en effet rend complètement hypotonique. Donc je l'ai vu ne pouvant pas bouger, ne pouvant pas respirer seul, évidemment ne pouvant pas manger, ne pouvant pas parler. Et puis notre petit Jules traité le 29 janvier, je m'en souviens tellement, le 29 janvier 2020. Et puis le Covid arrivait par là quelques semaines après. Et je l'appelle vraiment mon petit rayon de soleil parce que toutes les semaines, sa maman Anaïs nous envoie des films, des photos, il renaît à la vie. Il s'avère que dans sa maladie, en effet, là, on a inversé et il apprend à marcher, il a appris à marcher, il a appris à parler depuis c'est un moulin à parole, il respire tout seul. Et la dernière vidéo que j'avais, que sa maman envoyait, c'est il était en train de jouer dans une aire de jeu, dans un restaurant. Et voilà, il appelle sa sœur, il dit à sa maman, regarde, filme-moi. Et ça fait partie des moments magiques. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie des souvenirs. Il va m'en vouloir, mais je peux rêver. Comme mon père a vu la vidéo de Jules, il a eu les larmes aux yeux tellement c'était émouvant. C'est vrai que c'est incroyable. Ah oui, ça fait partie. On voudrait tellement que ça arrive à tous. Mais ça va se multiplier. Et ça va se multiplier et c'est l'effet boule de neige. En effet, ça a été très très dur pour les premières maladies. On n'a pas gagné encore la guerre, mais on a gagné les premières batailles et puis c'est celle-là qu'il faut gagner et puis on va en gagner d'autres. Et puis avec des combattants comme toi, des soldats comme toi qui nous aident, avec des collectes magnifiques et puis en connaissant parfaitement toute l'histoire de l'association, c'est exceptionnel. Merci. En écoute, tout cas, merci de nous avoir répondu aujourd'hui. Ah non, avec grand plaisir. J'étais ravie de t'accueillir dans mon bureau ici. Tu m'as fait une petite pause fort sympathique. Merci. Tant mieux. Merci Mathieu. Voilà, j'espère que cette interview passionnante vous aura plu. Je remercie une nouvelle fois Laurence Thienot-Herman et l'AFM Téléthon de m'avoir accueilli à Évry et de m'avoir permis de réaliser ce défi. Restez connectés car d'ici une quinzaine de jours, une autre vidéo exceptionnelle puisqu'en même temps que l'interview, j'ai pu visiter les locaux du Gineton à Évry, le moteur de la recherche de l'AFM Téléthon. Et donc, je vous proposerai de découvrir les laboratoires et les équipes de recherche. En attendant, n'hésitez pas à retrouver par là mon interview avec Martine Barkatz, qui était justement chercheuse au Gineton sur l'amyotrophie spinale. Salut, salut!